Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous, chaque dimanche, avec nos invités. Ils sont exceptionnels, on va vous donner envie de bien vivre votre âge avec le sourire. Elle est faite, cette émission, pour vous, soyez enfants, parents, grands-parents et même arrière-grands-parents. Alors ici, on va partager justement des histoires de vie, des témoignages et des conseils très concrets pour mieux vivre ensemble à tous les âges de la vie. Et cette émission aujourd'hui, elle est exceptionnelle, en duplex du 3e Congrès mondial des villes et communautés amies des aînés, sous l'égide justement de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est à San Sébastien, la province de Guipúzcoa, c'est le Pays basque espagnol, et j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités exceptionnels qui vont répondre à cette grande question du choc démographique. Et puis la France compte de plus en plus de seniors et l'espérance de vie continue de progresser. Alors, comment transformer cette révolution en opportunité ? Sud Radio, la vie devant nous. Et je reçois Thiago Eric de SA, qui est responsable technique, docteur en santé publique du réseau mondial des villes et communautés amies des aînés pour justement l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour Thiago, alors ravi de vous retrouver à San Sébastien pour ce congrès. Bonjour Laurent et enchanté d'être avec vous. Alors Thiago, quel est le principal défi du vieillissement de la population dans les 20 prochaines années ? Bon, le principal défi pour de la population, du vieillissement de la population sera même de vivre pas seulement plus long, mais aussi en bonne santé. Et le développement d'environnement ami des années est fondamental, Laurent, pour que ça devienne une réalité. Parce que c'est précisément la qualité d'environnement qu'on vit qui vraiment nous permettre d'ajouter des vies aux années additionnelles. Merci Thiago. Alors votre accent brésilien chante et merci en tout cas de parler si bien en français. Plus de 90% des Français souhaitent vieillir chez eux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour rendre cela possible ? Bon, merci Laurent. En fait, non, je continue à apprendre le français, mais ça marche encore. Non, ça, c'est vrai, c'est une souhaite globale, non? C'est partagé à travers le monde. Et pour que les gens puissent vieillir chez eux, en fait, il faut même créer les conditions pour que les gens puissent décider où, avec qui et comment vieillir. Et ça inclut des actions dès le niveau individuel, non? Jusqu'au niveau de politiques publiques. Non, par exemple, dans les différents secteurs comme le logement, le transport, l'aménagement urbain, par exemple. Alors si nous nous retrouvons justement dans 10 ans, qu'est-ce qui aura le plus changé dans la vie quotidienne des seniors pour vous ? Bon, j'espère que les seniors au futur ou à venir puissent devenir encore plus actifs, encore plus engagés à la transformation de leur propre ville et communauté avec toutes les personnes autour et de rester positifs et résilients aux choses difficiles à changer. Parce que non, c'est avec l'effort et le travail ensemble que ça viendra. Thiago, vous avez le sourire, vous êtes très jeune. Qu'est-ce qui vous a conduit justement à consacrer votre carrière au vieillissement ? C'est une question, honnêtement, c'était même la passion sur le thème. Non? Et c'est intéressant parce qu'à la fin, c'est une chose que me donne l'impression que je travaille pour ma famille aussi. Non? Je travaille pour ma communauté et je travaille pour moi-même. Non? Parce que si je fais les choses correctes et je réussis aussi aider les villes et communautés où j'habite, je peux aussi profiter du travail que je fais. Et une autre chose que je pense que c'est très importante à mon avis, c'est l'importance que ce thème a
sur la réduction de la inégalité et la promotion de la santé à travers le monde. Parce qu'on a encore déjà plusieurs pays, villes et communautés qui sont déjà bien âgés, mais c'est vrai que la vaste majorité de la population et des pays n'ont pas encore. Donc on a une exceptionnelle opportunité d'améliorer la santé publique à travers le monde. Dans les pays qui sont déjà âgés et dans les pays qui sont en train de s'âger. Donc, je pense que cette opportunité de changer, d'améliorer les conditions de vie des gens, c'est aussi une chose qui m'a beaucoup intéressé et qui me guide dans le travail à l'OMS. Thiago, vous êtes docteur en santé publique. Si vous aviez un seul conseil à donner à nos auditeurs pour justement préparer cette longévité? Bon, à mon avis, serait de nouveau de rester active, participative, d'être ensemble avec les gens autour de toi et d'essayer de changer l'environnement, les villes, les communautés où vous vivez. C'est une belle défi. C'est une belle défi pour rester vivant, pour rester active. Non, et aussi pour faire des amis et des gens qu'on peut partager leur vie ensemble. Donc c'est ça ma petite suggestion. Restez avec nous sur Sud Radio, on revient tout de suite pour en parler avec nos invités justement de longévité et ses opportunités. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. De retour sur Sud Radio, vous êtes de la vie devant nous. Alors une émission spéciale en duplex du 3e congrès mondial des villes et communautés amies des aînés sous l'égide de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à Saint-Sébastien. Et je suis avec mes invités. On commence par Suzanne Garon, qui est professeure émérite chercheur à l'université de Sherbrooke, à notre cher Québec, Marie Beaulieu, qui est professeure et chercheur aussi à l'université de Sherbrooke, et Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du réseau francophone des villes amies des aînés. Bonjour à vous trois. Alors Suzanne Garon et Marie Beaulieu, quel est selon vous le principal défi du vieillissement de la population au cours des 20 prochaines années? Alors moi je dirais c'est le principal défi serait de faire briser les barrières du vieillissement, d'arrêter de considérer les vieux comme les relégués, les laisser pour compte et tout et tout. Il faut maintenant avoir une société ouverte, une société dans laquelle il n'y a pas d'agisme et que tout est possible pour tout le monde. Et c'est ce que veut faire ces villes amies des aînés avec un travail extraordinaire du réseau francophone actuellement en France. Et Marie Beaulieu, pour partager justement cette question? Ma grande préoccupation en ce moment, c'est qu'on voit les personnes âgées majoritairement comme étant des gens qui ont des besoins. Et je ne nie pas les besoins des personnes âgées, mais on oublie que ce sont des citoyens à part entière qui ont des droits. Alors pour moi, le plus grand défi, c'est de reconnaître les personnes âgées comme étant des citoyens de plein droit et à ce moment-là, de reconnaître leurs revendications et d'appuyer des travaux qui se font en ce moment à l'international pour qu'il y ait enfin une convention sur les droits des personnes aînées. Allez, et puis cette question aussi, peut-être un peu provocante. Quelles sont les erreurs que commettent le plus souvent les gouvernements face au vieillissement démographique? Oui, alors, c'est un peu dans la complémentarité de ce que viennent de dire Suzanne et Marie. C'est au final de penser que quand on est vieux, on va forcément mal, qu'on a des problèmes, qu'on devient incapable. Et que du coup on a besoin d'être accompagné comme si on perdait cette capacité d'être un adulte à part entière, un habitant à part entière, un citoyen à part entière. Et je dirais qu'au final la plus grosse erreur, c'est pas de penser que quand on avance en âge, quand on a 60, 70, 80, 90, on est d'abord quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui se projette dans l'avenir, quelqu'un qui a des envies, qui a envie d'être heureux. Et donc c'est de travailler sur l'épanouissement en fait individuel et collectif et que les collectivités regardent d'abord ça, regardent le potentiel que représentent les habitants âgés avant de voir que ça va être un poids, une charge. Donc la principale erreur, c'est de penser que c'est un coût, que c'est une charge, que c'est un poids, plutôt que de voir tout ce qu'on peut faire ensemble et tout ce qu'on peut valoriser.
Alors, quels sont justement les pays qui vous inspirent le plus en matière de politique du vieillissement? Alors on est en plein mondial de football, donc allez, les trois premiers pays. Ça dépend beaucoup des conditions économiques de chacun des pays, là. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'abord, la France avait déjà pensé depuis des années, depuis des décennies, avec le rapport Larocque sur l'habitation, qui, à mon avis, vraiment... on aurait aimé ça, avoir un monsieur Larocque au Québec dans les années 60. Mais en fait, je dirais que les pays du Nord, parce qu'ils ont des conditions très difficiles au niveau hivernal, et il y a eu aussi, un peu avec les changements historiques par rapport à ce qui s'est fait avec les villes amies des aînés, l'Irlande qui s'en est servi comme moteur, qui s'est servi du programme Ville Amie des aînés pour faire un développement social et même un développement économique dans chacun des comtés. Bien sûr, moi, ce que je vois avec le réseau francophone, depuis le réseau VADA en France et en Belgique, c'est vraiment la transformation de ce réseau-là dans les dernières quinzaines d'années. Et on voit vraiment l'implantation, suffisamment même pour dire il serait temps maintenant qu'ils reviennent chez nous puis qu'ils nous renseignent de nouveau, parce que bien qu'on les a au départ il y a eu une espèce de fusion au départ, mais maintenant, je crois qu'ils ont devancé le Québec sur certaines choses. Et ça me plaît vraiment de voir comment ça se développe. Vraiment, c'est fascinant. Alors, plus de 90% des Français souhaitent vieillir chez eux. Bon, est-ce que c'est vraiment réaliste? Et puis surtout, pourquoi les Français anticipent-ils encore trop peu cette question, Marie Beaulieu? Oui, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que ça veut dire vieillir chez soi. Et ce qu'on réalise éventuellement, c'est que des gens peuvent être amenés à se déplacer et recréer un nouveau chez soi là où ils iront. Alors, je voudrais l'exemple du Québec parce que je le connais mieux. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont dans des résidences privées pour aînés. Donc, ces grands buildings qui sont spécialisés pour les aînés. Et pourquoi ils s'en vont là? Parce qu'ils ont envie d'une vie collective. Ils ont envie d'avoir des services à portée de main. Mais en même temps, ils ont envie d'avoir encore leur appartement puis leur autonomie. Pourquoi on fait ça plus au Québec peut-être qu'en France? Mais il ne faut pas oublier qu'on a 4 saisons qui sont très rigoureuses et qu'en hiver, une personne âgée dans cette maison, elle est plus capable par moment de déneiger, par exemple, son balcon, rendu octogénaire, nonagénaire. Donc, d'avoir des services qui sont reconnus, mais surtout de pouvoir recréer son chez-soi, je pense que c'est ça qui est l'idéal. Donc, pour moi, vieillir chez soi, ça ne veut pas dire vieillir toujours dans la même maison où on a vécu, mais vieillir dans le même environnement ou dans un environnement dans lequel on peut se recréer et être en interaction avec autrui. Alors, je pense que les auditeurs se posent cette même question. Qu'est-ce qu'une ville amie des aînés, Pierre-Olivier Lefebvre? Une ville amie des aînés, c'est une ville qui se dit qu'en fait, c'est une chance d'avoir des habitants âgés et qu'on va construire, qu'on va composer la ville avec les habitants, avec les professionnels, avec les élus, et que on va arrêter d'être simplement une ville qui répond aux besoins ou aux incapacités, comme je disais tout à l'heure, mais plutôt une ville où on se projette ensemble dans un avenir réussi, dans une retraite réussie. Et pour faire ça, faut se questionner quelque part sur tous les sujets qu'on a, nous, les uns ou les autres, quel que soit notre âge, et vérifier que ce qui est mis en place, c'est adapté à chacun des âges. Donc c'est une ville qui va se dire, on parlait tout de suite d'habitat, il y a plein de sortes d'habitat, et moi je rêverais même qu'il y ait 100% des gens qui disent je veux vieillir chez moi, quel que soit l'endroit où on est, on devrait se sentir chez soi. Et quel que soit où on est, on devrait se sentir dans une ville, dans un village, dans un département ou une région qui est amie des aînés, parce que les services publics vont s'être organisés pour que quand on est vieux, on se dise en fait, c'est bien fait pour moi et donc c'est bien fait pour tout le monde. Et c'est important de se dire qu'une ville amie des aînés, c'est pas une ville qui est opposée aux autres générations, c'est une ville de tous les âges, pour tous les âges. Ça, c'est vraiment fondamental. Il s'agit pas de dire qu'on va faire des choses pour les uns au détriment des autres, mais on va faire des choses qui vont être adaptées à chacun des âges, mais où en fait on va composer pour se dire que ce côté usage, ce côté quotidien, il répond au bon sens de se dire je continue d'être bien là où j'étais ou là j'ai envie d'aller, c'est adapté à moi, c'est adapté aux autres.
Et puis, Suzanne, quel exemple concret avez-vous observé dans le monde ? En fait, il y a 8 domaines sur lesquels, 8 grandes caractéristiques sur lesquelles on travaille, dont la mobilité. Ici, par exemple, à San-Sébastien, on peut dire qu'ils sont les champions de la mobilité en termes de comment une personne âgée ou une personne de tous les âges, même qu'une mère de famille avec la petite poussette peut se promener dans la ville. C'est déjà beaucoup plus ami des aînés, amical que ne le serait-ce d'autres villes ou avec des chaînes de trottoirs, des choses comme ça. Il y a aussi, il y en a 8 domaines, donc il y a le problème de la santé, il y a toute la réalité aussi des liens sociaux. Donc il y a vraiment un travail de fond, et ces 8 domaines représentent aussi, c'est important de le dire, on le dit pas assez souvent, les déterminants sociaux de la santé. Pour qu'on puisse vivre longtemps, il faut avoir des conditions sur les déterminants sociaux de la santé. Et ça, c'est pour tout le monde, ça commence tôt. Mais un coup qu'on a ces sociétés bien lancées, bien, on vit mieux, avec moins d'irritants par rapport à des problèmes de santé qui vont exister, qui vont apparaître à n'importe quel âge, mais qui vont être ils vont être aplanis par le fait qu'on a un environnement physique qui est pensé pour différentes modalités de vie ou donc c'est ça, une ville d'amis des aînés. C'est une ville qui pense d'abord et avant tout aussi à un mode de vie de prévention, pas juste de curatif. Marie Beaulieu, quel bénéfice observez-vous lorsque jeunes et seniors, justement, vivent ou travaillent davantage ensemble? Il y a, dans les grandes études, 3 stratégies pour contrer l'agisme, et la plus solide, c'est d'avoir des activités intergénérationnelles. Pourquoi? Parce qu'on apprend à se connaître les uns les autres. Et on sort ici l'intergénérationnel de la sphère familiale, où entre générations on se côtoie, mais pour que dans une société, des gens de différents âges puissent se côtoyer, apprendre les uns des autres. Et je vais vous donner un exemple qui a été vraiment très touchant. Une de mes étudiante de maîtrise, il y a quelques années, a voulu travailler sur ce qu'on appelle chez nous l'intimidation, ce que vous appelleriez probablement plus le harcèlement. Oui. Et on sait qu'il y a beaucoup de harcèlement envers les jeunes dans les écoles, mais il y a aussi du harcèlement envers les aînés qui était nettement moins documenté. Donc, elle a animé des groupes entre personnes âgées et jeunes adolescents en milieu scolaire pour parler de comment ils vivaient ce harcèlement-là et quelles étaient les stratégies qu'ils mettaient en place, des stratégies individuelles, des stratégies collectives. Et ça a été vraiment gagnant pour tout le monde. Et on s'apercevait qu'avant d'aller dans ces groupes-là, les jeunes avaient vraiment des idées très négatives sur les aînés, mais les aînés n'avaient pas nécessairement toujours des idées positives sur les jeunes et ce qu'ils pouvaient apporter. Donc ça, c'est très gagnant. Quels sont les nouveaux métiers qui vont émerger dans les prochaines années, justement avec ce choc démographique Pierre-Olivier Lefebvre? Alors, je ne sais pas si on va vraiment découvrir beaucoup de métiers. Par contre, je pense que ce qui va être indispensable, c'est de former tous les métiers des professionnels de façon transversale par rapport à ce que disait Suzanne sur les 8 thématiques, pour que, quel que soit le métier, on comprenne que quand on est un habitant âgé, eh bien, on a besoin de comprendre le fonctionnement. Je vous donne un exemple. J'ai fait avec la SNCF il y a quelque temps un travail de formation ou d'information pour expliquer à certains professionnels en fait que les habitants âgés, quand ils venaient et qu'ils posaient des questions dans les trains, ils avaient des inquiétudes et que du coup ces inquiétudes généraient des comportements qui pouvaient des fois désarçonner les professionnels. Et ça, c'est vraiment essentiel de former tout un type de métier d'acteurs qui sont parfois très techniques pour qui recontextualisent l'avancée en âge et qu'on n'organise pas les choses en termes d'usage si on a 5% d'habitants âgés ou si on en a 30 ou 40%, et que donc il faut penser l'avancée en âge en termes de métiers experts techniques avec ce côté, expert social pour comprendre comment mieux vivre ensemble et comment mieux utiliser ce qui est développé. Et j'ajouterais, si je peux me permettre, que cette réponse est tout à fait importante dans la mesure où il faut éviter de faire ce qu'on voit en Chine actuellement. Je suis allée en Chine cet automne, avec le nombre impressionnant de compagnies qui essaient de mettre en place des robots pour traiter les personnes âgées comme s'ils étaient des choses à se balader ou à nourrir ou quoi que ce soit. Alors, je crois qu'il faut vraiment aller dans le sens que vient de dire Pierre-Olivier, dans la mesure autrement, on va chosifier le vieillissement et ça serait une catastrophe. Allez, cette dernière question que je vous pose à vous trois, quel conseil donneriez-vous à une personne de 60 ans qui veut justement préparer les 20 prochaines années de sa vie, voire plus ?
tellement de conseils qu'on peut donner, mais le premier, je dirais, n'oubliez pas que vous allez rester un adulte à part entière toute votre vie et que vous avez des droits. Donc, joignez-vous à des groupes qui revendiquent les droits des aînés et soyez aux aguets parce que, malheureusement, vos droits peuvent être violés. Merci Marie. Et Pierre-Olivier? Alors c'est une question que je me pose personnellement puisque j'ai plus de 60 ans. Je crois que tous les trois on a plus de 60 ans. Donc en fait on réfléchit au niveau professionnel pour les autres, puis en même temps on réfléchit au niveau personnel de comment faire ça. Pour moi c'est de se dire que ça va être long. Et que donc il faut se préparer à cette longévité et que donc on a le temps de découvrir, on a le temps d'apprendre des nouvelles choses, on a le temps d'essayer, de se tromper, de recommencer et de se dire que ça peut être de l'épanouissement pour soi et pour les autres. Et allez, Suzanne Garon, pour vous? Je pense qu'il vient de tout dire. En fait, le vieillissement n'est pas simplement un manquement, quelque chose qui va nous arracher à la vie. Au contraire, c'est une autre forme de vie. Moi, je suis encore plus âgée que ces deux jeuneaux-là. Ils sont ici. Et je dois vous avouer que tous les jours, je me dis, mais quelle chance que j'ai. Je suis en santé. Il me reste peut-être 15 années de progrès, là, de plaisir, de grand plaisir. J'ai eu 70 ans cette année. Et donc, je me dis, non, oui, il faut pas penser que c'est toujours tout beau, tout rose, mais on a encore des défis. Il faut se dire que la vie continue et ce qu'on a aimé de la vie peut être au contraire même concentré et aller plus loin. Alors, à tout le monde, vraiment, pensez-y, mais il faut y penser, parce que le problème, c'est que quand ça arrive, on y pense pas tout le temps. En bon québécois. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission La vie devant nous en duplex de Saint-Sébastien du 3e Congrès mondial des villes et communautés amies des aînés sous l'égide de l'OMS. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La planète demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain, toujours de midi à 12h30. Et puis pour ceux qui souhaitent écouter ou partager l'émission La vie devant nous en podcast ou en replay, vous la trouvez sur l'application Sud Radio ou le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit, portez-vous bien. Sud Radio, la vie devant nous. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.